Mon fils de 8 ans m'a dit depuis son lit d'hôpital, « Papa, je vais bientôt au paradis. » Retenant ses larmes, il a dit, « Je ne peux plus te protéger, alors s'il te plaît, cours. » Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu, « Regarde dans mon casier d'école. Tu comprendras pourquoi. » Après avoir vérifié son casier, j'ai appelé la police, mais ils ont refusé de m'aider. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne Infidelity Tales Lab et dites-nous d'où vous nous écoutez dans les commentaires. Je m'appelle Cody Gross, et je pensais savoir à quoi ressemblait l'enfer jusqu'à ce que je sois assis à côté du lit d'hôpital de mon fils de 8 ans, Danny, à regarder les machines le maintenir en vie. Le médecin a diagnostiqué une insuffisance hépatique aiguë, soudaine, grave et sans cause apparente. Danny avait toujours été en bonne santé, plein d'énergie, le genre d'enfant capable de manger de la terre et de se rétablir plus fort que jamais. Mais maintenant, il paraissait si petit sur ses draps blancs, avec des tubes qui entraient et sortaient de son petit corps, comme s'il était une sorte de machine cassée qu'on essayait de réparer. « Papa » murmura Danny, sa voix à peine audible par-dessus le bip continu des moniteurs. Ses yeux, autrefois d'un bleu éclatant comme ceux de sa mère, pesaient désormais un poids qu'aucun enfant ne devrait jamais porter. « Je vais bientôt au paradis. » Je m'agrippai à la barrière métallique de son lit jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. « Ne dis pas ça, mon pote. Tout ira bien. » Les médecins continuent. « Non, papa. » Il tendit sa petite main, celle sans le 4, et toucha mon bras. Sa peau était fine comme du papier et froide. « Je ne peux plus te protéger, alors s'il te plaît, cours. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Me protéger? Mon fils de 8 ans pensait me protéger. De quoi? Danny, de quoi parles-tu? Me protéger de quoi? Des larmes commencèrent à couler sur ses joues pâles. Je suis désolé, papa. J'essaie de te protéger, mais je suis trop fatigué. Je ne peux plus manger ta nourriture. Je ne peux plus boire ton café. Il s'agitait, le moniteur cardiaque accélérait. Regardez mon casier d'école. La combinaison est 0418. Votre anniversaire. Vous comprendrez pourquoi. Une infirmière s'est précipitée à l'intérieur. Alerté par les machines, « Monsieur, je dois vous faire reculer. » Ces constantes montent en flèche. J'ai été écarté tandis que le personnel médical se pressait autour de mon fils. Dans le chaos, j'ai entendu une fois de plus la voix faible de Danny. Casier 247. Attention, papa. Il me surveille. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Assis dans le couloir de l'hôpital, je me repassais les paroles de Danny. Tu as mangé mon repas, bu mon café. Pourquoi disait-il ça? Et comment ça, il me surveillait? Ma femme Britney était rentrée chez elle vers minuit, prétextant avoir besoin de repos. Elle était restée étrangement calme tout au long de cette épreuve, presque détachée. Lorsque les médecins nous ont annoncé l'état de Danny, elle n'a pas craqué comme moi. Elle a juste hoché la tête, posé quelques questions cliniques et commencé à passer des coups de fil pour gérer la situation. À 3 heures du matin, j'ai pris une décision. L'école primaire de Danny n'était qu'à 20 minutes. La sécurité était minimale. Quelques caméras et un veilleur de nuit qui passait le plus clair de son temps à dormir dans le bureau principal. J'avais participé à suffisamment d'événements scolaires pour connaître l'agencement du bâtiment comme ma poche. L'entrée du concierge était ma porte d'entrée. Lors d'une réunion parents-professeurs, j'ai remarqué que la serrure était mal fixée, probablement mal réparée depuis des années. Quelques minutes avec une carte de crédit et j'étais dans les couloirs vides. L'école élémentaire Lincoln, après la tombée de la nuit, était étrangement silencieuse, mais pas résonnant sur le sol ciré. Je me suis dirigé vers l'aile des CM2 où le casier de Danny trônait parmi des dizaines d'autres, chacun décoré d'autocollants et de photos évoquant l'innocence de l'enfance. Casier 247. La serrure à combinaison était froide sous mes doigts lorsque j'ai composé 0418. Le 18 avril, mon anniversaire. Comment Danny avait-il pu savoir mon anniversaire alors que Britney ne s'en souvenait presque plus? La serrure s'est ouverte avec un clic. À l'intérieur, au lieu de l'habituel assortiment de fournitures scolaires et de boîtes à lunch oubliées, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait un petit appareil photo numérique, le genre que les enfants ne sont pas censés avoir à l'école. Dessous, une enveloppe craft pleine de photos et un carnet rempli de l'écriture soignée de Danny, alors âgé de 8 ans. J'ai tout pris et me suis dirigé vers mon camion.
Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à démarrer. De retour sur le parking d'un hôpital, sous la lumière crue d'un lampadaire, j'ai ouvert le carnet de Danny, les mains tremblantes. La première page m'a donné envie de vomir. Journal de protection de papa. Jour 23. Maman a encore mis de la poudre blanche dans le café de papa ce matin. Je l'ai renversé quand elle ne regardait pas et j'ai refait du café. Elle s'est énervée et m'a demandé pourquoi le café de papa était froid. J'ai dit que je l'avais renversé par accident. Elle a refait du café avec plus de poudre blanche. J'en ai bu la moitié quand papa ne regardait pas. C'était vraiment amer et ça m'a fait mal au ventre, mais papa ne peut pas être malade. J'ai feuilleté page après page des notes datant de 3 mois. Danny interceptait systématiquement les aliments et boissons empoisonnés qui m'étaient destinés, les consommant lui-même pour me protéger. Mon fils de 8 ans se suicidait lentement pour me protéger. Les photos étaient pires. Danny avait tout documenté en secret avec l'appareil photo qu'il avait réussi à se procurer. Il y avait des images de Britney mélangeant de la poudre blanche à mon café du matin. Des photos d'elle injectant quelque chose dans mes sandwichs du midi avec une seringue. Des photos d'elle ajoutant des gouttes d'une petite fiole dans mes bouteilles de bière. Mais la preuve la plus accablante se trouvait dans la dernière série de photos. Britney ne travaillait pas seule. Les images montraient ma femme dans la cuisine avec Wilson Morrison. Mon meilleur ami depuis la fac, mon associé, l'homme à qui je confiais ma vie et ma famille. Il lui tendait de petits paquets, lui donnait des instructions sur les dosages, l'aidant même à préparer les repas empoisonnés. Une photo les montrait s'embrassant passionnément au-dessus de ma cafetière contaminée. La dernière entrée du journal de Danny, datée d'il y a 2 jours seulement, m'a brisé le cœur. Jour 89, je suis vraiment malade. Mon urine est foncée et ma peau est jaune. Papa remarque que je ne mange plus beaucoup, mais je ne peux pas lui dire pourquoi. J'ai entendu maman et oncle Wilson dire que le poison aurait dû faire effet. Ils ne savent pas que j'en prends à la place. Demain, ils vont en reprendre. Je ne pense pas pouvoir boire davantage, mais je dois essayer. Je t'aime, papa. J'espère que tu n'auras jamais à lire ça. Assis dans mon camion, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis mon enfance. Mon fils était en train de mourir parce que ma femme et mon meilleur ami essayaient de me tuer depuis 3 mois. Danny avait été mon ange gardien involontaire, sacrifiant sa vie pour sauver la mienne. Les mains tremblantes, j'ai appelé le 911. 911, quelle est votre urgence? Je dois signaler une tentative de meurtre et une mise en danger d'enfant. Ma femme et son complice m'empoisonnent, et mon fils a intercepté le poison et est en train de mourir à l'hôpital. Monsieur, je vais vous transférer à l'inspecteur Wilson Morrison. Il s'occupe de toutes les affaires d'empoisonnement dans cette juridiction. Mon sang s'est glacé. Attendez, vous avez dit Wilson Morrison? Oui, monsieur. L'inspecteur Morrison. C'est notre spécialiste pour ce genre d'affaires. Veuillez patienter. La ligne s'est tue. Puis j'ai entendu cette voix familière. La voix de l'homme qui avait été mon témoin à mon mariage, qui avait tenu Danny dans ses bras à sa naissance, qui avait systématiquement tenté de me tuer pendant qu'il couchait avec ma femme. Cody, c'est toi, mon pote? La voix de Wilson était parfaitement calme, presque amusée. J'ai entendu dire que tu avais des inquiétudes concernant un empoisonnement. C'est une accusation plutôt grave. Espèce de salaud. Ai-je murmuré au téléphone. Je sais tout. J'ai des preuves. Photos, journaux intimes, tout. Wilson a ricané. Des preuves? Quelles preuves? On dirait que tu es en pleine dépression, mon ami. Le stress lié à la maladie de ton fils te pèse probablement. Parfois, les parents en deuil imaginent toutes sortes de complots lorsqu'ils n'arrivent pas à accepter la réalité d'un enfant malade. Danny a bu le poison qui m'était destiné. Il a tout documenté. Le carnet imaginaire d'un octogénaire n'est pas une preuve, Cody. Et même si c'était le cas, eh bien, je suis l'enquêteur principal sur les affaires d'empoisonnement. Toute preuve devrait d'abord passer par moi. Dommage qu'elle soit perdue ou contaminée, tu ne trouves pas? Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de massue. Wilson n'était pas seulement mon meilleur ami et mon associé. C'était un inspecteur de police décoré avec 20 ans de service. Il avait des relations, de l'influence et le pouvoir de faire disparaître des preuves. Même si je portais l'affaire au FBI ou à la police d'État, ce serait ma parole contre celle d'un policier respecté au casier judiciaire impeccable.
Voilà ce qui va se passer, a poursuivi Cody Wilson, la voix glaciale. Tu vas accepter que ton fils soit atteint d'une maladie rare. Tu vas faire ton deuil comme il se doit, et si tu essaies de me causer des ennuis, à moi ou à Britney, eh bien, les pères accablés de chagrin font parfois des choses terribles. Le suicide, peut-être, ou un accident tragique. Le stress de la perte d'un enfant peut pousser un homme à faire des choses imprévisibles. Il a raccroché. Je suis resté assis sur ce parking pendant 1 heure. La rage montait en moi comme de la lave en fusion. Le système en qui j'avais confiance, la loi en laquelle je croyais, les gens que j'avais aimés, ils m'avaient tous trahi. Mon fils était en train de mourir à cause de leur cupidité et de leur désir, et ils pensaient pouvoir s'en tirer comme ça. Ils avaient tort. J'ai passé la journée suivante à faire toutes les recherches possibles sur Wilson Morrison et à essayer de reconstituer toute l'étendue de leur plan. Ce que j'ai découvert m'a fait comprendre que ce complot allait plus loin qu'un simple meurtre pour l'argent de l'assurance. Wilson avait systématiquement utilisé sa position d'inspecteur pour éliminer ceux qui menaçaient ses activités annexes. Au cours des 5 dernières années, notre ville a enregistré 17 décès accidentels et suicides, impliquant des personnes qui enquêtaient sur des irrégularités financières ou posaient trop de questions sur certaines affaires policières. Wilson n'était pas seulement corrompu. C'était un tueur en série avec un badge. Ma mort était censée ressembler à une crise cardiaque provoquée par le stress. L'empoisonnement l'en reproduirait les symptômes d'une maladie cardiovasculaire, d'autant plus que je travaillais de longues heures dans l'entreprise de construction que Wilson et moi avions bâtie ensemble. Après ma mort, Britney hériterait de ma part de l'entreprise et de mon assurance vie, soit près de 3 millions de dollars au total. Mais ce n'était pas tout. Britney avait fourni à Wilson des informations sur nos clients, notamment ceux impliqués dans des contrats gouvernementaux. Wilson avait utilisé les ressources policières pour enquêter sur ses clients, recueillant des éléments de chantage et des informations privilégiées qu'il vendait ensuite à des entreprises concurrentes. Je n'étais qu'une victime collatérale d'une opération bien plus vaste. Plus j'en apprenais, plus ma colère montait. Mais la colère ne suffisait pas, Danny était toujours en train de mourir. Et même si je parvenais à démasquer Wilson et Britney, le mal était fait. Le poison avait détruit le foie de mon fils. Et les médecins disaient que ses chances étaient minces. Même avec une greffe, j'avais besoin de plus que de justice. J'avais besoin de vengeance. Ce soir-là, je suis retourné à l'hôpital pour m'asseoir auprès de Danny. Il était inconscient, les machines se chargeant de le maintenir en vie. Britney était là, jouant parfaitement le rôle de la mère endeuillée. Elle parvenait même à produire des larmes sur commande. « Oh, Cody » dit-elle en se précipitant vers moi. Les médecins ont dit que nous devrions commencer à réfléchir aux décisions de fin de vie. Je la serrai contre moi, respirant le parfum que Wilson lui avait acheté. J'avais vu le ticket de caisse dans son portefeuille lorsqu'il avait payé le dîner le mois dernier. Je ne l'abandonne pas encore. Mais chérie, il faut être réaliste. Danny souffre. Peut-être serait-il plus clément de quoi le tuer. Je me suis reculé pour regarder son visage. Elle était toujours aussi belle. Cheveux blonds, yeux bleus, le genre de femme capable de faire des bêtises aux hommes. J'ai été un de ces hommes stupides autrefois. C'est ça que tu veux, Britney? Que Danny meure? Quelque chose brilla dans ses yeux. Peur? Culpabilité? Bien sûr que non. Je voulais juste dire que parfois, la plus grande gentillesse est de lâcher prise. Comme tu as laissé tomber notre mariage. Elle recula, son expression se transformant en une confusion mêlée d'inquiétude. De quoi parles-tu? De rien, dis-je en m'asseyant près du lit de Danny. Je suis juste fatigué. Pourquoi ne rentrerais-tu pas te reposer? Je resterai avec lui. Ce soir. Tu es sûr? J'en suis sûr. Salut Wilson de ma part quand tu le verras. Son visage se vida, mais elle se reprit vite. Wilson, pourquoi est-ce que je verrai Wilson? Je ne sais pas. Vous semblez proches ces derniers temps. Très proches. Elle m'embrassa sur le front. Le baiser de Judas. Tu es stressé, chérie. Essaie de dormir un peu. Après son départ, je suis resté assise avec Danny toute la nuit, lui tenant la petite main et lui faisant une promesse. Je vais les faire payer, fiston. Je vais tous les faire payer pour ce qu'ils t'ont fait. Pour comprendre comment détruire Wilson Morrison et Britney, il me fallait comprendre qui ils étaient vraiment. Je connaissais Wilson depuis 15 ans,
mais apparemment, je ne l'avais jamais connu. J'ai commencé par consulter les archives publiques. Wilson avait rejoint la police dès sa sortie de l'université, gravissant rapidement les échelons grâce à un talent naturel et une ambition débordante. Il avait été marié 2 fois. Ses 2 épouses étaient mortes accidentellement. La première était tombée dans les escaliers et s'était cassé le cou. La seconde avait fait une overdose de médicaments. Un schéma intéressant. En fouillant dans les archives de vieux journaux, j'ai trouvé des articles sur les 2 décès. Dans chaque cas, Wilson avait été le veuf endeuillé, percevant d'importantes indemnités d'assurance vie. Dans chaque cas, il s'était remarié moins d'1 an plus tard. Des femmes riches, belles et dont la vie était tragiquement courte. Britney était censée être sa 3e épouse. Une fois que j'étais hors jeu, le passé meurtrier de Wilson n'était pas son seul secret. Grâce à mes relations dans le secteur de la construction, j'ai commencé à enquêter sur les bâtiments et les propriétés liées à l'activité secondaire de Wilson. J'ai découvert un réseau de planques, d'opérations de blanchiment d'argent et de centres de distribution de drogue s'étendant sur 3 États. Wilson Morrison n'était pas seulement un policier corrompu tuant des personnes gênantes. Il était à la tête d'une organisation criminelle qui utilisait les ressources policières pour éliminer la concurrence et protéger ses opérations. Ma femme était tombée amoureuse d'un monstre. Découvrir le passé de Britney était tout aussi révélateur. Elle n'avait pas grandi dans la pauvreté comme elle l'avait toujours prétendu. Sa famille, les Alexander, était une vieille famille fortunée du Connecticut, dont la richesse avait été bâtie sur le transport maritime et les importations au début du XXe siècle. Mais cette richesse avait un sombre héritage. L'arrière-grand-père de Britney était contrebandier pendant la Prohibition. Son grand-père était impliqué dans le crime organisé et son père était mort en prison fédérale, accusé de racket, alors qu'elle avait 16 ans. Elle avait été élevée par sa mère qui lui avait appris que le mariage était une transaction commerciale et que l'amour était une faiblesse à exploiter. Britney ne m'avait pas épousé par amour. Elle m'avait épousé parce que j'avais réussi, que j'étais digne de confiance et, surtout, assez crédule pour lui donner accès à mon argent et à mes relations d'affaires. Rencontrer Wilson avait été la dernière pièce de son plan. Il avait les compétences et les ressources nécessaires pour m'éliminer, tandis qu'elle lui fournissait l'accès et le mobile. Ensemble, ils avaient planifié le crime parfait. Sauf qu'ils n'avaient pas compté sur Danny. Alors que j'étais assis à l'hôpital cette 4e nuit à regarder mon fils se battre pour sa vie, j'ai réalisé que Wilson et Britney avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient sous-estimé l'amour entre un père et son fils. Le sacrifice de Danny m'avait non seulement sauvé la vie, mais il m'avait aussi fourni les preuves et la motivation nécessaires pour les détruire tous les 2. Mais je n'allais pas me fier à la justice. Wilson contrôlait trop les forces de l'ordre local, et la famille de Britney avait encore des liens qui pouvaient faire disparaître des preuves ou faire changer d'avis des témoins. J'allais gérer ça moi-même et m'assurer qu'il souffre avant de mourir. Planifier la vengeance parfaite exigeait de la patience, des ressources et une volonté absolue de franchir des limites que je n'aurais jamais imaginées. Heureusement, 15 années dans le bâtiment m'avaient appris à manier les explosifs, les engins lourds et à faire disparaître définitivement les problèmes. Plus important encore, elle m'avait permis de découvrir le genre d'homme capable d'intervenir face à des problèmes exigeant des solutions extrêmes. Raphaël Andrade avait travaillé pour moi pendant 3 ans avant que je découvre son passé. Il avait été ingénieur de combat dans l'armée, spécialisé dans les démolitions et la pacification urbaine, terme poli désignant la disparition des bâtiments et de leurs occupants. Après sa démobilisation, il avait travaillé comme freelance pour résoudre des problèmes nécessitant une intervention discrète et efficace. J'ai retrouvé Raphaël dans son appartement à l'est de la ville, un endroit épuré qui ressemblait plus à une caserne militaire qu'à une maison. Lorsque je lui ai expliqué mes besoins, il m'a écouté sans expression, hochant parfois la tête ou posant des questions techniques. Ce Wilson, m'a dit Raphaël lorsque j'ai terminé, il s'attend à ce que vous vous adressiez directement à lui. Père endeuillé, justement en colère, il pense probablement que vous tenterez de lui tirer dessus ou de le renverser avec un camion. Probablement. Alors, on ne fait pas ça. On le fait venir à nous selon nos conditions, dans un endroit où son badge et ses relations n'ont aucune importance. Le plan de Raphaël était d'une simplicité élégante. L'organisation criminelle de Wilson s'appuyait sur un réseau de planques et de points de distribution. Si ces lieux étaient compromis ou détruits, Wilson serait contraint de consolider ses opérations en une seule position défendable, un complexe d'entrepôts abandonnés à la périphérie de la ville qui lui servait de base principale. Plus important encore, si ses partenaires commerciaux pensaient que Wilson perdait le contrôle,
ils exigeraient une réunion en face à face pour discuter de la restructuration de leur organisation. Les organisations criminelles ne toléraient ni faiblesse ni échec. On a systématiquement attaqué ces opérations, expliqua Raphaël en me montrant les plans du complexe d'entrepôt. On a fait croire qu'un gang rival s'installait sur son territoire. Il devra réagir, et quand il le fera, on l'attendra. Et Britney ? Raphaël sourit. Une expression froide qui me fit comprendre pourquoi les ennemis des États-Unis avaient appris à craindre les hommes comme lui. Elle viendra à lui. Les femmes comme elle se tournent toujours vers le prédateur le plus fort quand elles ont peur. Elle pensera que Wilson peut la protéger. Et Danny, ton fils est un battant. Maintiens-le en vie. Assez longtemps pour que nous puissions en finir. Et peut-être que la satisfaction de savoir que son sacrifice a servi à quelque chose l'aidera à s'en sortir. La semaine suivante, nous avons mis notre plan à exécution. Raphaël avait des contacts dans le milieu criminel. Des hommes heureux de causer des ennuis à des policiers corrompus en échange d'argent et de la promesse d'une concurrence réduite. La première cible était un laboratoire de méthamphétamine que Wilson exploitait dans une station-service abandonnée. L'explosion était visible à des kilomètres et a fait la une des journaux télévisés du soir sous le nom d'une fuite de gaz accidentelle. La deuxième était une opération de blanchiment d'argent déguisée en un parc de voitures d'occasion. Cet incendie a brûlé pendant 6 heures et a détruit plus d'1 million de dollars de profits illégaux. Dès la troisième opération, un centre de distribution de drogue dans un restaurant reconverti. Wilson savait qu'il était attaqué. La beauté du plan de Raphaël résidait dans le fait que toutes les preuves indiquaient une guerre des gangs entre organisations criminelles rivales. Wilson ne pouvait pas appeler la police en renfort sans révéler ses propres activités illégales. Il était seul, exactement là où nous le voulions. Wilson Morrison était bien plus que ça, un meurtrier, un criminel, un policier corrompu. Mais il n'était pas stupide. Après avoir perdu 3 opérations majeures en 5 jours, il savait que quelqu'un démantelait systématiquement son empire. Ce qu'il ignorait, c'était qui ni pourquoi. J'avais veillé à maintenir ma routine pendant cette période. Je rendais visite à Danny à l'hôpital tous les jours, jouais parfaitement le père en deuil et dînais même avec Britney à 2 reprises. Des repas où je faisais semblant de manger des aliments qu'elle allait probablement empoisonner, tout en les jetant secrètement quand elle ne regardait pas. « Vous avez l'air d'aller mieux », a-t-elle dit vendredi soir alors que nous étions assis dans notre salle à manger, faisant semblant d'être un couple marié normal. Plus optimiste pour Danny. Les médecins disent qu'il pourrait y avoir une amélioration de sa fonction hépatique. De petits changements, mais positifs. C'était vrai. Depuis que j'avais arrêté de consommer le poison qui m'était destiné, et que Danny ne l'interceptait plus, les toxines de son organisme étaient progressivement éliminées. Son état était toujours critique, mais ne se détériorait plus. Le sourire de Britney n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Quelle merveilleuse nouvelle! On devrait peut-être fêter ça. Elle prit une bouteille de vin. Un truc cher qui, j'en étais sûr, avait été fait avec quelque chose de mortel. Je pense que je vais m'en tenir à l'eau ce soir. J'ai mal au ventre. Tu es sûr? C'est une bouteille spéciale. Wilson me l'a apportée hier. Bien sûr qu'il l'avait fait. Wilson n'était là que quelques minutes hier. Il voulait voir comment on gérait tout ça avec Danny. C'est un si bon ami. Oui, c'est vrai. Où avez-vous discuté? Dans la cuisine surtout. Pourquoi? Sans raison. Je suis juste contente qu'il veille sur nous. Ce soir-là, après que Britney soit allée se coucher, j'ai fouillé la cuisine et trouvé 3 nouvelles fioles de poison cachées derrière le pot à fleurs. De quoi tuer une douzaine d'hommes. Wilson désespérait et augmentait la dose. Il était temps de déclencher le piège. J'ai appelé Wilson sur son portable à 2 heures du matin, sachant qu'il serait réveillé et paranoïaque après avoir raté une autre opération ce soir-là. Cody, qu'est-ce qui ne va pas? C'est Danny? Wilson, j'ai besoin de ton aide. Quelqu'un s'est introduit chez moi ce soir pendant que Britney et moi étions à l'hôpital. Ils n'ont rien pris, mais ils ont laissé un message. Quel genre de message? C'est écrit sur le mur de la cuisine. Il dit qu'on est au courant pour l'entrepôt. Tu as 48 heures. Wilson, quel entrepôt? Qu'est-ce que ça veut dire? Le silence à l'autre bout du fil a duré près de 30 secondes. J'arrive tout de suite. Dois-je appeler la police? Non. Sa réponse a été trop rapide, trop sèche. Non.
On dirait que ça pourrait être lié à des affaires sur lesquelles je travaille. N'appelle personne d'autre avant mon arrivée. D'accord, mais Wilson, j'ai peur. Si quelqu'un nous cible à cause de ton travail de policier, ce n'est pas toi qu'il cible, Cody. C'est à propos de moi. Fais une valise pour toi et Britney. Je vais vous emmener en lieu sûr jusqu'à ce que tout se calme. Et Danny? Je ne peux pas le laisser. L'hôpital est l'endroit le plus sûr pour lui en ce moment. Ces gens ne feront pas de mal à un enfant malade. Il avait raison. Ils ne feraient pas de mal à Danny parce qu'ils étaient le père de Dee et les amis de son père. Mais Wilson ne savait pas que je le savais. D'accord, ai-je dit. On prépare ses bagages pour combien de temps? Quelques jours, peut-être une semaine. Et Cody, ne dis à personne où tu vas. Ni à ta famille, ni à tes employés, ni à personne. Ce sont des gens dangereux. Après qu'il ait raccroché, j'ai appelé Raphaël. Il a mordu à l'hameçon. Il vient nous chercher maintenant. Il nous emmènera probablement à l'entrepôt. Parfait. On sera prêt. Je suis monté et j'ai réveillé Britney, lui racontant le cambriolage et le plan de Wilson pour nous emmener en lieu sûr. Elle a joué son rôle. Épouse parfaitement inquiète, reconnaissante de la protection de Wilson, effrayée par la mystérieuse menace. Si je n'avais pas su la vérité, j'aurais peut-être eu pitié d'elle. Wilson est arrivé 20 minutes plus tard, armé et portant un équipement tactique sous sa veste. Il a examiné le faux message que Raphaël et moi avions peint sur le mur de la cuisine, hochant la tête d'un air sombre. C'est pire que je ne le pensais, a-t-il dit. Ces gens sont des professionnels. Il faut vous faire sortir d'ici immédiatement. Qui sont-ils? A demandé Britney en s'accrochant à son bras. De quel entrepôt parle-t-il? C'est compliqué. Disons que je me suis fait des ennemis dans mon travail. L'important est de vous protéger tous les deux. Nous avons roulé de nuit jusqu'au complexe d'entrepôt de Wilson, exactement comme Raphaël l'avait prédit. Le bâtiment était une forteresse entourée de hautes clôtures et équipée de caméras de sécurité et de détecteurs de mouvement. Wilson avait préparé cet endroit pour résister à un siège. Dommage qu'il ait invité l'ennemi à l'intérieur. Le complexe d'entrepôt était plus grand que je ne l'avais imaginé. 3 bâtiments reliés entre eux s'étendaient sur 2 hectares de friche industrielle. Wilson en avait fait son royaume personnel, avec ses quartiers d'habitation, ses bureaux et ses entrepôts pour ses diverses entreprises criminelles. Vous serez en sécurité ici, nous assura-t-il alors que nous franchissions une porte blindée. Cet endroit est isolé. Personne ne peut vous trouver ici. Britney regarda autour d'elle avec une familiarité évidente. Ce n'était pas sa première visite dans le bastion de Wilson. Elle arpentait les couloirs comme si elle savait exactement où tout se trouvait. Combien de temps devons-nous rester ici? Demandai-je, jouant le rôle d'un mari inquiet. Le temps que je puisse neutraliser la menace, répondit Wilson. Quelques jours, peut-être plus. J'ai assez de provisions pour un mois si nécessaire. Il nous fit visiter un espace de vie aménagé comme un appartement de luxe. Cuisine, chambre, salle de divertissement. Ça aurait été confortable si ce n'était pas une prison. Je dois passer des coups de fil, dit Wilson. Il y a des gens que je dois contacter à ce sujet. Installez-vous confortablement. Dès son départ, Britney laissa tomber son numéro. C'est parfait, dit-elle en s'installant sur le canapé avec un soulagement évident. Une fois que Wilson aura éliminé celui qui nous a posé problème, nous pourrons avancer dans nos projets. Quel projet? Elle me regarda avec une surprise sincère. Nos projets, chérie, pour après Danny. Elle n'arrivait pas à le dire. Une fois les choses calmées, Wilson et moi avons pensé partir un moment. Peut-être en Europe. Tu devrais venir avec nous. Ça a l'air sympa, dis-je en m'asseyant à côté d'elle. Tous les 3 ensemble. Exactement. Comme une famille. Je tendis la main et lui caressai les cheveux, blonds et doux, payés avec l'argent que j'avais gagné pendant qu'elle planifiait mon meurtre. Britney, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. M'aimes-tu? La question la prit de court. L'espace d'un instant, son masque glissa et je lus quelque chose de froid et de calculateur dans ses yeux. Puis elle sourit et s'appuya contre moi. Bien sûr, je t'aime, Cody. Tu es mon mari. Mais aimes-tu Wilson aussi? Cette fois, elle ne se reprit pas aussi vite.
Wilson nous aide à traverser une période difficile en couchant avec toi. Elle s'est raidie contre moi. De quoi parles-tu? Je parle de toi et Wilson qui projetiez de me tuer pour être ensemble. Je parle de Danny interceptant le poison que tu m'avais destiné et mourant lentement à cause de cela. Je parle de 3 mois passés à regarder mon fils sacrifier sa vie pour sauver la mienne. Britney a essayé de s'éloigner, mais je l'ai serré fort. Pas assez pour la blesser, mais assez pour l'empêcher de s'enfuir. Je ne sais pas ce que tu penses. Je sais tout, Britney. J'ai des photos, des journaux, des preuves de tout ce que toi et Wilson avez fait. La seule raison pour laquelle je suis ici, c'est pour m'assurer que vous payiez tous les deux pour ce que vous avez fait à Danny. Elle a cessé de se débattre et m'a regardé avec un mélange de peur et de confusion. Si tu sais, alors pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi n'as-tu pas appelé la police? Parce que Wilson, c'est la police. Parce que le système nous a laissé tomber, mon fils et moi, parce que parfois, un homme doit se débrouiller seul. C'est alors que Wilson est revenu dans la pièce et j'ai réalisé qu'il écoutait depuis la porte. Tiens, a-t-il dit en dégainant son arme de service. Cody Gross, le père en deuil trop intelligent pour son propre bien. Wilson a gardé son arme pointée sur moi tandis que Britney se précipitait à l'autre bout de la pièce. Le masque d'amitié avait complètement disparu, remplacé par l'expression froide d'un prédateur acculé. Depuis combien de temps le sais-tu? A-t-il demandé. Danny a compris la première. Il me protège depuis des mois, mangeant et buvant le poison que vous m'aviez destiné. Britney a émis un cri d'animal blessé. Le poison n'était pas censé blesser Danny. Il était juste destiné à elle. Tais-toi, a rétorqué Wilson. Ça n'a plus d'importance maintenant. Le gamin va mourir de toute façon, et Cody aussi. Et nos plans? Demanda Britney. Et l'Europe? Wilson rit. Un bruit rauque résonna sur les murs de l'entrepôt. Des plans? Tu pensais vraiment que j'allais m'enfuir avec toi? Tu étais utile, Britney, mais tu n'étais jamais la fin du jeu. Après la mort de Cody, je t'aurais donné quelques mois pour faire ton deuil, puis tu aurais eu un malheureux accident. Comme mes 2 premières femmes. Britney réalisa cela comme une claque. Tu les as tuées aussi. Bien sûr, je les ai tuées. Tout comme j'ai tué 17 autres personnes qui se sont mises en travers de mon chemin. Tout comme je vais vous tuer tous les deux. C'est à ce moment-là que les lumières se sont éteintes. L'entrepôt a été plongé dans le noir absolu. Et l'environnement soigneusement contrôlé de Wilson est devenu un champ de bataille où ses avantages ne comptaient plus. Je l'ai entendu jurer et se diriger vers l'endroit où il pensait que j'étais assis. Mais Raphaël et moi avions prévu ce moment. Pendant ce temps, Wilson et Britney étaient tout en parlant, je me dirigeais lentement vers un panneau caché où Raphaël avait dissimulé son équipement de vision nocturne et ses armes. Dès la coupure de courant, déclenchée par Raphaël de l'extérieur, je me suis mis à couvert et j'ai activé les lunettes de vision nocturne. Wilson trébuchait dans le noir, essayant d'utiliser sa formation de policier pour nettoyer la pièce systématiquement. Britney était plaquée contre le mur du fond, pleurant et l'appelant par son nom. Wilson, sanglota-t-elle. Que se passe-t-il? Quelqu'un a coupé le courant, répondit-il d'une voix calme et professionnelle malgré les circonstances. Reste où tu es. Ne bouge pas. Je le voyais clairement à travers la vision nocturne. Une silhouette teintée de vert se déplaçait prudemment dans l'obscurité, agitant son arme d'avant en arrière. Il était doué, mais aussi prévisible. La formation policière mettait l'accent sur le contrôle et la procédure. Mais ce n'était pas une situation normale de maintien de l'ordre. C'était personnel. J'ai pris une clé à molette dans la trousse à outils de Raphaël et l'ai lancée à travers la pièce. Wilson se tourna vers le bruit et tira 2 fois. Les éclairs de bouche ont temporairement détruit sa vision nocturne, et j'en ai profité pour me rapprocher. Toi, je sais quel est ton problème, Wilson. J'ai crié depuis l'obscurité. Tu as toujours sous-estimé ceux que tu essayais de tuer. Montre-toi, Cody. Finissons en comme des hommes. Comme tu l'as fait avec tes femmes. Comme tu allais le faire avec moi. Non merci. J'ai lancé un autre outil dans une autre direction. Wilson a tiré de nouveau, mais ses tirs étaient maintenant incontrôlables. Il perdait le contrôle, laissant la peur prendre le dessus sur son entraînement. Ton fils va mourir, a-t-il dit. Essaie de reprendre ton contrôle psychologique. Même si tu me tues, Danny mourra quand même. Les dégâts sont faits.
Peut-être, mais au moins il saura que son père vous a fait payer pour ce que vous avez fait. J'ai tourné derrière lui alors qu'il était concentré sur la mauvaise zone. Wilson Morrison, décoré le détective de police, le tueur en série, le destructeur de famille, je ne m'avais jamais vu venir. Attention à Britney. Je ne te dérangerai plus jamais. Je vais avouer tout. Allez-vous ramener Danny à la santé? Allez-vous lui rendre les mois qu'il a passés lentement à mourir pour me protéger? Je ne savais pas qu'il prenait le poison. Je jure que je ne savais pas. Mais vous saviez que vous mettiez du poison dans ma nourriture. Vous saviez que vous essayiez d'assassiner votre mari, le père de votre enfant. La voix de Raphaël est passée par la petite radio que je portais. Cody, nous avons de la compagnie. Les partenaires de Wilson sont ici. 3 voitures, peut-être 8 hommes. Ils entourent le bâtiment. Le chronométrage parfait. Les associés criminels de Wilson étaient venus pour leur réunion, je m'attendais probablement à trouver leur leader dans le contrôle de la situation. Ont été non focalisés, mais il était conscient de ce qui se passe. Et je vais regarder. Le bruit des coups de feu a éclaté dehors alors que Raphaël et ses associés ont engagé l'équipage de Wilson. C'était un bref échange violent qui s'est terminé par le silence. Raphaël avait choisi ses alliés tandis que d'anciens entrepreneurs militaires qui se sont spécialisés dans ce type de travail. Lorsque le tournage s'est arrêté, la voix de Raphaël est redevenue la radio. Tout est clair. Les gens de Wilson ne dérangeront plus personne. J'ai regardé Britney, qui me regardait avec une terreur absolue. Tu veux vivre? Elle hocha la tête frénétiquement. Ensuite, vous allez m'aider à sauver Danny. Wilson a des liens avec des médecins qui ne posent pas de questions sur la façon dont leur patient est tombé malade. Vous allez utiliser ces connexions pour obtenir Danny le traitement dont il a besoin, et vous allez le payer avec chaque centime de l'argent que vous m'avez volé. Et Wilson? J'ai jeté un coup d'œil à mon ancien meilleur ami, qui a été affalé sur la chaise avec du sang coulant sur son visage. Wilson va disparaître. Les flics corrompus qui sont exposés ont l'habitude de s'enfuir dans les pays sans extradition traitée. C'est du moins ce que dira le rapport officiel. Raphaël est entré dans l'entrepôt avec 2 de ses associés. Ils ont déménagé avec une précision militaire, sécurisant la zone et vérifiant des menaces supplémentaires. Quel est le plan pour lui? Demanda Raphaël, hochant la tête vers Wilson. Faites en sorte qu'il ait fui le pays. Nettoyez ses comptes bancaires. Créer un sentier en papier montrant qu'il avait acheté un billet d'avion pour quelque part sans extradition, laisser sa voiture à l'aéroport et la réalité, j'ai regardé Wilson, qui essayait de se concentrer sur notre conversation par sa commotion cérébrale. La réalité est qu'il va passer le reste de sa vie dans un endroit très inconfortable, en réfléchissant à ce qu'il a fait à mon fils. Raphaël hocha la tête. Il a compris le genre de justice qui ne pouvait pas être trouvé dans les salles d'audience. 3 mois plus tard, Danny est rentré de l'hôpital un mardi matin au printemps. Le traitement expérimental avait fonctionné. Elle avait utilisé les connexions médicales de Wilson pour obtenir Danny les meilleurs soins possibles, payant tout avec de l'argent des comptes cachés de Wilson. Après cela, elle a disparu. Probablement quelque part en Amérique du Sud où les vieilles connexions de sa famille pourraient la garder en sécurité. Je ne me souciais pas où elle allait aussi longtemps qu'elle est restée disparue. L'histoire officielle était que le détective Wilson Morrison avait été découvert qu'ils étaient impliqués dans des organisations criminelles et avaient fui le pays lorsqu'une enquête s'est approchée. Sa voiture abandonnée a été trouvée à l'aéroport et les dossiers des compagnies aériennes ont montré qu'il avait acheté un billet pour le Brésil. Personne ne lui avait l'air trop fort après ça. Les flics corrompus qui se sont enfuis ne valaient pas les ressources qu'il faudrait pour le ramener. Danny n'a jamais demandé ce qui était arrivé à sa mère ou à son oncle Wilson. Il était assez intelligent pour comprendre que certaines questions étaient mieux laissées sans être posées. Au lieu de cela, il s'est concentré sur l'amélioration, à retourner à l'école, à être un garçon normal de 8 ans. Parfois tard dans la nuit, il me posait des questions sur le journal qu'il avait tenu. « Papa, tu penses que j'ai fait la bonne chose qui te protégeait comme ça? Tu m'as sauvé la vie, fils. Vous avez sauvé nos 2 vies. Mais je suis devenu vraiment malade. Oui, vous l'avez fait. Mais vous me montrez aussi à quel point vous êtes fort, combien vous m'aimez, et cela m'a donné la force de nous protéger tous les 2. Il hochait la tête et se rendormiait, satisfait de cette réponse. Je ne lui ai jamais dit les détails de ce qui est arrivé à Wilson et Britney. Il n'avait pas besoin de porter ce poids. Il suffit que la justice ait été rendue,
même si cette justice venait de l'extérieur du système qui nous avait échoué. Certaines personnes pourraient dire que je suis allé trop loin, que j'aurais dû trouver une autre façon. Mais ces gens n'ont jamais eu à regarder leur enfant mourir parce que les personnes en qui ils avaient le plus confiance les avaient trahis. Ils n'ont jamais eu à choisir entre laisser les meurtriers se libérer ou prendre justice en main. J'ai fait mon choix et je ferai à nouveau. Danny était vivant. Les gens qui ont tenté de détruire notre famille étaient partis et nous avions un avenir ensemble. Parfois, c'est la seule justice qui compte. Le genre de père crée pour son fils, quel que soit le coup. Alors que je glissais Danny au lit cette nuit-là, il m'a regardé avec ses yeux bleus vifs qui semblaient trop, mais tenaient toujours de l'espoir pour demain. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, fils. Pour toujours et toujours. Et pour la première fois depuis des mois, nous avons tous les deux dormi paisiblement, sachant que nous étions enfin en sécurité. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.